Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir Vincent Message. Alors pour la deuxième fois, en fait, au moment de son premier roman, Les Veilleurs, qu'on adore, mais la librairie n'existait pas encore, sinon on l'aurait volontiers invité. Et en fait, quand son essai romancier pluraliste est sorti il y a maintenant 2 ans à peu près, ça a été vraiment un coup de foudre. On en reparlera un peu tout à l'heure, mais s'il y en a parmi vous qui n'ont pas lu cet essai, il faut que vous y plongiez. C'est vraiment brillant. Je suis à votre disposition après pour vous dire pourquoi, si vous voulez. Mais donc là, c'est un deuxième roman. Et on est confronté à un défi ce soir, parce que c'est un roman qui est magnifique, hein, qui joue avec beaucoup de choses, mais en même temps où il y a pas mal de choses où ça serait bien que la lectrice ou le lecteur les découvre de lui-même ou d'elle-même, en avançant. Donc on va essayer de ne pas trop spoiler l'intrigue et certains éléments clés du roman, et ça va pas être facile. Mais enfin, on va essayer. Donc je vais faire un résumé, mais vraiment en 3 mots. En fait, à la fin, vous ne saurez même pas de quoi ça parle. C'est l'idée générale. Il faut imaginer des gens, c'est un peu nous, vous, en tout cas des gens qu'on connaît. Ils sont là, ils sont en train de préparer une loi, enfin, ils font un travail d'assistants parlementaires, de collaborateurs du législateur. Ils travaillent sur des choses, jusque-là, un truc. Et assez insidieusement, mais ça on va le dire parce que ça apparaît quand même assez vite, on s'aperçoit que même si ça se passe en apparence là, à Paris ou ailleurs, en fait c'est pas nous, et prononçons ce mot, osons, ce sont des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre il y a, on ne sait pas si c'est il y a des dizaines ou des centaines d'années ou des milliers d'années, qui longtemps sont restés un peu à observer, assez paisibles, et puis qui, au fil des années, ont un certain mimétisme, donc ont commencé à ressembler de plus en plus aux humains. Et puis un beau jour, pour des raisons qui apparaîtront dans le cours du roman, il y a eu un clash, et il y a eu une guerre, et aujourd'hui c'est eux qui dirigent. Les humains sont toujours là, mais c'est eux les chefs. Et en fait, ceux qui nous parlent, et notamment le narrateur, le personnage principal, c'est lui qui nous parle de sa vie, des questions qui se posent, tout. Et c'est assez impressionnant de voir comment, en faisant ce pas de côté, en fait, en utilisant donc, alors, pour tous ceux ici, et il y en a qui sont familiers avec le genre science-fictif, ça ne surprend pas évidemment un extraterrestre, bon, pour d'autres, on va se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça fonctionne remarquablement. Et ça permet, je pense, de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement en restant dans un point de vue contemporain pur. Voilà. Alors avec ça, je ne vous ai pas dit grand-chose, vous avez vu. Mais c'est la quête d'un personnage qui va avoir un problème à résoudre. Enfin, ce problème, je pense, va apparaître. Quel type de problème il a à résoudre. Et qui ensuite va devoir, pour résoudre ce problème, se poser un tas de questions qui le dépassent complètement. Et qui sont des questions qui s'adressent à nous tous, en fait. Et c'est ça qui est assez magique dans ce roman. Donc voilà. Alors si tu penses que j'en dis vraiment pas assez, tu auras. Je vais en dire un tout petit peu plus et puis je vais peut-être lire un bout et voilà, tout de suite. Ouais. Donc le personnage dont parle Hugues s'appelle Malo Claes. À l'heure actuelle, au moment où le livre commence, il travaille effectivement dans un ministère, dans le cadre d'un comité d'éthique où il est en train de réfléchir à une loi sur la fin de vie. Comme il peut y avoir dans notre société des lois sur la fin de vie, dont on sait au début pas énormément de choses. Il rentre chez lui un soir et il habite avec quelqu'un qui s'appelle Iris, et cette personne n'est pas là. Iris n'est pas là, Iris a disparu. Et au fond, pour m'écouter, pour ce premier extrait que je vais lire, vous n'en avez pas besoin d'en savoir plus. Donc, si ce n'est que pour réfléchir, il a besoin d'être dans l'eau. Et donc, il va dans sa chambre, et dans sa chambre, il y a une grande baignoire, et il s'installe dans cette grande baignoire, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir essayer de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut se faire du souci? Est-ce qu'il faut appeler la police, etc. Donc on est vraiment au début du livre, on est page 15 là. Iris disparue, injoignable. Bon, c'est comme ça que les choses étaient, c'était réel, c'est ce qui était en train de se passer. Que fait-on dans ces cas-là? On attend quelques heures en s'efforçant de garder l'esprit serein, ou bien si on n'y arrive pas et au risque de les déranger pour rien, on alerte les autorités. On les appelle d'une voix qui ne parle plus correctement. On leur avoue en surmontant sa honte qu'on ne sait plus quoi faire.
On confie sa faiblesse pour qu'elles déploient leur force, reprennent la charge trop lourde, et nous assure qu'on peut s'en remettre à elles, qu'elles vont s'en occuper. Oui, bien sûr, à coup sûr, c'est ce que recommanderait si le gouvernement l'avait rédigé et que chaque foyer était tenu d'en posséder un exemplaire, le manuel du parfait petit citoyen. Et le fait que nous soyons nombreux, lorsque la situation se présente, à être très rigoureusement infoutus de procéder de la sorte, prouve combien il est difficile de créer des règles qu'on ait envie de respecter, même quand on parle d'une espèce aussi avertie et spontanément responsable que la nôtre. En ce qui me concerne, j'avais de bonnes raisons de ne pas vouloir attirer l'attention sur nous. Elles existaient, ces raisons-là, depuis le début de l'histoire, et elles n'avaient malheureusement pas évolué d'un pouce. C'était la clandestinité qui avait protégé Iris jusqu'à présent. Il aurait fallu des motifs d'un sérieux et d'une évidence insoupçonnable pour décider d'y mettre fin. Je me suis imaginé un instant placarder des affichettes au réverbère des rues, ou poster sur le réseau une photo d'Iris, en précisant depuis combien de temps elle avait disparu. Mais ces manœuvres aussi auraient manqué de discrétion. J'ai rappelé à plusieurs reprises et je suis tombé toujours sur ce vide inquiétant. Qu'est-ce qui lui avait pris? Où était-elle allée? Les squats dans lesquels elle graffait il y a quelques mois avaient été bouclés. J'avais pris soin de le lui dire, cela participait du renforcement des contrôles, et elle n'aurait strictement rien gagné à retourner là-bas. Peut-être était-elle partie retrouver ailleurs des gens qu'elle y avait connus. Car fréquenter des gens dont elle puisse être plus proche, avec lesquels se trouver sans effort sur un pied d'égalité, cela faisait partie bien sûr de ce qui l'attirait dehors. Mais je n'avais dans ce cas aucun moyen de savoir de qui il s'agissait. Je n'avais vu, moi, les rares fois où je m'étais permis de la suivre pour qu'il ne lui arrive rien, que des silhouettes resserrées en petits groupes murmurants, ou bien debout, de dos, bombe à la main, préparant contre les murs de pièces qui étaient presque sans lumière les figures de la révolte, que les plus courageux, ou les plus inconscients, essayaient ensuite de disséminer en ville. Dans cette eau-là qui clapotait, j'ai remué toutes les pensées. Elles ont tourné, fuyantes et sans contour. Je me disais qu'au besoin j'ouvrirais la bonde et qu'elle partirait par paquets, happée dans le tourbillon. Si j'étais très habile, je parviendrais peut-être à retenir des doigts les bonnes en laissant les autres disparaître dans le labyrinthe des tuyaux. À un moment donné, cogiter mène toujours plus loin qu'on ne le voudrait, faire monter des choses qu'on n'est pas fier de porter en soi. J'en suis venu à me demander si ce n'était pas Saskia qui l'avait dénoncé, dans un nouvel accès de jalousie, tardif, et plus pervers que ceux auxquels elle m'avait habitué. Ça ne semblait pas incohérent, ça faisait une histoire. Néanmoins, les choses entre nous se passaient, sinon bien, du moins, aussi bien qu'il était imaginable qu'elles se passent entre d'anciens conjoints ces derniers temps. Alors, j'ai repoussé la paranoïa, je me suis dit qu'il ne fallait pas divaguer, qu'il restait assez d'estime réciproque pour qu'elle se refuse à me faire un tel coup. Ensuite, ça a sonné. Mon cœur s'est manifesté de nouveau, rapide, et étonné d'être pris comme ça au piège. A retenti toute proche la voix de quelqu'un de lointain, qui parlait fort pour dépasser le vacarme qui l'encerclait. En dépit de mes problèmes d'oreille, j'étais de mon côté à peu près sûr de l'entendre pour la première fois. Mais de son côté, elle connaissait mon nom, et elle avait en le prononçant quelque chose de solennel, destiné, je pense, à surmonter le malaise initial afin de retenir tout de suite mon attention. On avait trouvé Iris sur un bas-côté à la sortie est de la ville, renversée sûrement par un véhicule. Les secours étaient en route, et moi aussi, si je parvenais à faire vite, on m'attendait. La ville est grande, ça ne s'oublie pas. Elle envahit le ciel à coups de passerelles piétonnes entre les tours. Le bar de voies ferrées, tendu au-dessus des rues et des canaux. Elle oppose au désir de ligne droite ses collines couvertes de parcs, de cités souricières, d'usines en ruine. Elle creuse partout, en réparation maladroite et insuffisante de ses erreurs, des tunnels pour relier des quartiers qui séparent la largeur brutale des autoroutes. Elle passe par au-dessus, passe par en dessous, contourne, mais bute chaque fois sur des obstacles. J'ai beau être de ceux qui vivent cela au quotidien, et avoir le plan déployé dans un coin de ma tête, comme une toile d'araignée solide et invisible. Bien sûr, cette nuit, la ville était trop longue à traverser. La circulation circulait à n'en plus finir. Les chiffres du temps filaient trop vite, j'aurais déjà dû être sur place, mais me faisaient aussi subir une espèce de lenteur absurde, à s'attarder, à me fixer des yeux, comme si j'avais l'éternité devant moi. Et puis personne ne comprenait. Personne n'avait un mot ou un regard. Je me concentrais sur le trajet, les raccourcis, les diagonales, tout en pensant que dans son malheur, elle avait au moins eu la chance, après l'accident, de ne pas tomber sur des rôdeurs qui auraient profité de sa faiblesse pour l'embarquer. La nuit s'était répandue sur toute chose quand j'ai pu arriver sur place. Les derniers pas, j'ai ralenti pour faire retomber un peu ma fébrilité, reprendre mon souffle. Puis je me suis frayé un passage entre les secouristes phosphorescents. Lorsqu'on m'a arrêté du bras, j'ai dit mon nom, rien que mon nom, autrement dit Maloclaès, d'une voix où, sans que je l'ai voulu, perçait un peu de la fierté idiote de celui qui s'aide pour une fois au centre d'une scène qui ne prendrait pas tout son sens sans lui. Ils se sont écartés.
Ils ont considéré, à juste titre peut-être, que c'était à moi de la déposer sur le brancard. Quand j'ai soulevé son corps, sa tête s'est un peu renversée en arrière et j'ai dû la caler contre mon épaule. Ses cheveux dénoués étaient collés en mèches poisseuses. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas connue aussi immobile et pesante. Puis j'ai commencé à sentir, douceâtre, tiède, humide, le sang qui goûtait de sa jambe gauche. Ils m'ont déclaré que le tibia et la rotule paraissaient fracturés, que le pied était, ils ont dit, sévèrement atteint, c'est-à-dire, j'ai traduit, plus ou moins en compote. Personne n'avait vu l'accident. Et le chauffeur, confronté à cette absence de témoins et à ce qu'elle avait d'assez providentiel, avait jugé plus raisonnable, et en quelque sorte moins ingrat, de prendre la fuite. Ils ont continué à me parler, mi-factuel, mi-consolant. Mais le moteur de l'ambulance a recouvert leur voix, ce qui peut-être n'était pas grave, car il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Je suis monté. Je me suis assis sur une sorte de banquette, je lui ai pris la main. Ça s'agitait autour de moi, dans un crépitement de mots brefs et impératifs qui ne m'atteignaient plus. Je regardais ses yeux fermés où ne passait aucun mouvement. Je me suis rendu compte que j'aurais de beaucoup préféré les voir trembler de douleur. Car tant qu'il y a de la douleur, après tout... C'est alors, à cet instant, pas à un autre, j'ai commencé à être envahi de ces visions que la volonté ne commande pas, qui demandent rarement notre avis, et auxquelles les hommes ici donnent le nom de souvenir. La soulever, la porter, la prendre dans mes bras, je le faisais tous les jours. Mais en détresse, vulnérable à un point que j'avais, je me rendais compte, beaucoup de mal à admettre. Cela me renvoyait forcément à notre rencontre. Iris, qui ne s'appelait pas encore Iris, étalée de tout son long dans la boue de ce champ, et qui me regardait avec toute sa peur et son envie de vivre dans les yeux. Je me suis décidé soudain. J'ai soulevé un coin de la couverture. Dehors avec la nuit, je n'avais pas bien vu, et même si c'était dur, il fallait que je me fasse une idée. Les projecteurs, cette fois, éclairaient fort et trop cru, même. Le bas de la jambe était ouvert, sanguinolent, un amas de chair que perçait le tibia brisé, le pied encore reconnaissable dans sa forme générale, mais posé sur le brancard, selon un angle qui ne disait rien de bon. J'ai caché ça vivement. Une main qui se voulait réconfortante m'a saisi à l'épaule. N'ayant pour le moment plus rien à faire, les urgentistes étaient assis et leurs yeux s'attardaient sur moi, compatissants, d'une compassion qui me faisait peur. Même si je n'arrivais à imaginer aucun moyen d'éviter ça, je ne voulais pas que d'autres inspectent sa blessure. Et voient aussi cette viande. La première fois que j'ai refermé le livre, en fait, je me suis dit, bon, c'est une grande réussite, ce roman, notamment parce que, alors, pour moi, on peut le qualifier de façon beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus complète, mais en deux mots, il s'agit quand même d'un conte ou d'une fable philosophique. Hein. Et je trouve que c'est des choses, il y en a beaucoup qui sont produites de nos jours, que ce soit en France ou ailleurs, des contes philosophiques, et très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est ni des très bons contes, ni de la très bonne philosophie. Et là, il y a vraiment une exception, c'est qu'il y a une narration, et je pense qu'on s'en rend compte sur ce premier extrait, enfin, qui fonctionne complètement, enfin, on est vraiment dans de la véritable narration, c'est pas un prétexte. Et on va le voir, il y a un questionnement philosophique qui est extrêmement ambitieux, solide et qui fonctionne. Mais avant d'en venir là, en fait, moi j'avais une question peut-être pour évacuer aussi le sujet, mais tu m'as dit avant ce soir que tu n'étais pas du tout un lecteur de science-fiction, ou alors très, très marginalement. Et néanmoins, sans que ce roman soit inscrit dans le genre science-fictif en tant que genre, il y a vraiment une utilisation d'un codage qui renvoie de moyens, en fait, comme dans les veilleurs d'ailleurs, hein, qui renvoie en fait à de la mécanique qu'on trouve utilisée dans la science-fiction. Et souvent, parce que c'est quelque chose qui existe et puis qui s'est pas mal développé depuis 15-20 ans, souvent c'est assez raté parce que les auteurs qui font ça, soit ils se mettent à tout expliquer parce que comme c'est de la science-fiction, les gens ne vont pas comprendre, donc ils expliquent des choses qui sont d'une banalité assez terrible, même pour les gens qui lisent pas de science-fiction. Ou soit au contraire, ils sont tellement pris par l'excitation en fait, de manier des extraterrestres qu'ils se mettent à en faire des tonnes. Quoi. Ce qui est à l'opposé des canons du genre scientifique et puis qui n'aide pas tellement le truc. Et donc il y a beaucoup d'échecs, je trouve, dans ce domaine. Et là, je trouve que c'est assez magique parce que tu l'utilises, ce codage, vraiment pour faire le pas de côté, l'utilisation d'une alternative à notre monde actuel. Et voilà, j'avais envie de savoir comment tu as construit en fait cette alternative, ce fait d'utiliser ce pas de côté science-fictif comme dans les veilleurs, sans tomber dans les pièges en fait qui se proposaient. Désolé, je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Si. Le roman est vraiment né un jour précis, ce qui pour moi n'est pas du tout ordinaire,
au sens où souvent les idées que j'ai, elles arrivent, elles se sédimentent, je regarde si elles passent ou si elles restent. Si elles restent, je commence à m'en préoccuper, et puis je construis vraiment les choses petit à petit. Et là, c'était pas du tout comme ça que ça s'est produit, puisque je peux dater vraiment très précisément le moment où je me suis dit, il faudrait imaginer un monde où nous serions vraiment les nouveaux animaux, où le rapport de force serait inversé, et où il y aurait une espèce différente, dominante, qui serait là, et qui nous réserverait le sort qu'on réserve aux animaux, ou les sorts qu'on réserve aux animaux sauvages, dont on détruit les milieux naturels, aux animaux domestiques, et Iris, au fond, en habitant avec Malo, alors qu'elle n'appartient pas à la même espèce que lui, ressortie de cette catégorie, c'est une forme de femme de compagnie, comme on a des animaux de compagnie, et aux animaux, évidemment, d'élevage, dans les élevages industriels de nos jours. Donc le roman parle de ça. Et effectivement, du coup, il y avait une prémisse science-fictionnelle, une nouvelle espèce qui arrive, et nos contacts avec cette nouvelle espèce. Les éléments classiques de scénario, je leur trouve une efficacité pour cette inversion du rapport de force. Ils ne m'intéressent pas tellement en eux-mêmes. Et d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard dans la rencontre, mais je les évacue assez vite. L'idée qu'il y a une phase d'observation, l'idée qu'à un moment donné, il peut y avoir du conflit, l'idée que les lignes de partage entre espèces se recomposent. Tout ça, pour moi, ça appartient à une sorte de préhistoire en fait, du texte, et je vais relativement vite là-dessus, où j'essaye d'en donner une vision qui m'intéresse au sens où elle rejoint d'autres choses qui sont plus de l'ordre des grandes rencontres culturelles, parce que je suis assez fasciné par les grandes rencontres culturelles mythifiées entre des individus qui viennent d'espaces culturels qui n'ont rien à voir. La découverte de l'Amérique, les premiers contacts sur les côtes africaines, ou les premiers contacts en Asie entre des Occidentaux et différents peuples là-bas, avec chacun leur singularité. Donc voilà, il y a ce récit. Comme dans Les Veilleurs, au fond, moi j'aime bien en revenir à ce qu'il y avait avant les divisions en genres. Puisque pour la deuxième fois, je prends un genre qui est un genre qui connaît des variantes très littéraires et beaucoup plus littérature populaire ou paralittérature. Donc le policier dans Les Veilleurs, qui raconte l'histoire d'un homme qui fait un meurtre de rue, et on plonge dans ses rêves pour voir comment il en est venu à tomber dans la violence, et est-ce qu'il est responsable ou non de ses actes. Et puis là, quelque chose qui est plus de l'ordre de la science-fiction. Mais avant que ce soit rangé dans des cases différentes des librairies, il y a eu une époque où tout ça formait un continuum, où il n'y avait pas ces catégorisations aussi précises et ces lignes de partage. Chez Edgar Allan Poe, il y a du policier, il y a de la science-fiction, il y a du roman d'aventure, il y a des choses qui sont de l'ordre de la réflexion philosophique, et tout ça est mêlé, et c'est pas il y a si longtemps, c'est dans les années 1830-1840. Donc en fait, moi je suis très sensible à ça. Alors ensuite, mon imprégnation science-fictionnelle, elle n'est pas, comme je te l'avais dit, liée à des vraies lectures, elle est liée au fait qu'on regarde tous des séries, ou on lit des BD, où on est exposé à des images qui jouent un peu avec ces codes. Dans les deux cas, pour répondre à une autre partie de ta question, ça ne se passe pas dans notre monde. Pourquoi Bon, il y a un goût de poser des mondes. Dans Les Veilleurs, je prends mon temps, c'est un long roman, mais je pose 2 mondes, donc ça nécessite un peu d'espace. Là, je le fais plus à l'économie, en prenant juste quelques traits. Je pense que c'est, à part ce goût-là, ce goût d'inventer un monde dans un jeu de différence et de similitude avec le nôtre, il y a l'idée que j'aime bien m'emparer de questions qui sont assez globales. En l'occurrence, notre rapport au vivant, c'est une grosse question. Donc ça pourrait être très très malaisé d'en parler dans un roman. Et donc il y aurait le choix entre faire quelque chose de... Comment dire, de prendre qu'un petit aspect de cette situation, ou trouver un biais. Pourquoi je choisis plutôt de trouver un biais ? Parce que j'ai l'impression que le problème m'intéresse quand il est systémique. Le problème m'intéresse en ce qu'il définit un état de notre présent, notre rapport à l'environnement, à la nature, les espèces qu'on domine, les gens qu'on domine, puisque c'est aussi un roman sur la violence des dominants sur les dominés en général, pas seulement sur les animaux. Et donc si je veux décrire un état du système, dans notre monde réel, ça donne quelque chose d'infini, ça donne une tâche
vraiment qui me paraît difficile. Si je transpose, si je passe par un détour, d'abord, je peux conserver certains traits. Donc là, je garde à peu près notre monde. De manière un peu provocatrice, j'ai, avec le seuil, décidé d'écrire sur la 4e de couve, c'est notre monde à quelques détails près. Les détails en question sont, il n'y a plus d'oiseaux, on va le voir tout à l'heure si je dis un extrait. Il n'y a plus d'oiseaux, nous sommes les nouveaux animaux, l'air est irrespirable, pas comme à Paris, mais comme à Pékin. C'est pas grand-chose, mais ça change beaucoup de choses. Et donc je m'intéresse à ce que change, c'est comme une expérience. Une fois que j'ai décidé de faire bouger ces quelques éléments, regardez ce que ça change. Et ensuite, je voulais qu'il y ait dans le... Alors après, il y a le détour, pardon, c'est vraiment la question de la distance. En fait. On a le nez on est le nez dans le guidon, on est pris dans nos vies. L'idée qui est essentielle dans la littérature de passer dans d'autres têtes, dans d'autres corps, de voir comment on ressent le monde depuis un autre milieu physique ou avec une autre psychologie, je ne fais au fond que la pousser un peu à la limite en mettant le lecteur dans la tête de quelqu'un qui n'est pas humain, et à l'inverse en dépeignant, en décrivant de l'extérieur cette femme, Iris, qui elle est humaine. Voilà. Donc j'aime bien cette esthétique du détour, mais pas le détour pour le détour, le détour vraiment en ce qu'il éclaire le présent avec un peu plus de distance. Et en ça rejoint vraiment ce que tu disais au début, c'est-à-dire dans l'époque des Lumières, les gens le faisaient. Swift le fait, Voltaire le fait, ils ont été nombreux à le faire. Soit un voyageur venu d'une autre culture arrive et découvre notre société et décrit ses codes avec beaucoup d'étonnement parce qu'ils sont très incongrus pour lui. Soit quelqu'un qui est plus proche de nous, à l'inverse, va découvrir une société autre et de même la résume à grands traits. Donc je reprends ça, mais probablement en croyant plus en la narration en elle-même et pas dans les vertus démonstratives que ça peut avoir. Ça dépend, c'est très variable. Micro-Mégase de Voltaire, c'est assez démonstratif. Les Voyages de Gulliver, il y a un vrai plaisir de la fiction et de la création de monde, et c'est tout autre chose. Ça me fait réagir en fait parce que on va y revenir, mais effectivement un des miracles de ce roman, c'est d'arriver à avoir un questionnement d'une telle ampleur, comme tu le disais, qui sans le recours à un détour qui est plus qu'astucieux, qui est vraiment d'une grande intelligence et habileté, on partait sur quelque chose de très gros, parce que le questionnement est ambitieux. Et je réagis en fait en pensant à un auteur de science-fiction, cette fois qui lui est classé dans les librairies en science-fiction, qui s'appelle David Brin, qui est un auteur phare des années 80-90, qui a remporté quasiment tous les prix qu'on peut remporter en science-fiction, et qui a écrit beaucoup de choses différentes, c'est quelqu'un qui a été assez prolifique, mais qui a fait notamment un cycle, donc là on parle quand même de 7 ou 8 romans au total, et plutôt des assez gros, des romans de 300 à 500 pages, et où l'une des clés dans ce cycle, qui s'appelle le cycle de l'élévation, c'est ce que les humains, mais ce que des centaines de races extraterrestres imaginées par Brin font, c'est à la fois leur devoir, c'est que quand il y a des animaux supérieurs, ce qu'on définirait comme des animaux supérieurs, ou des races qui ont atteint la conscience, il y a un devoir d'élévation, c'est-à-dire ensuite de faire un travail qui est moitié génétique, moitié pédagogique, en fait, pour en faire des espèces à part entière. Et au fil de ce cycle, il y a une exploration, donc c'est un petit questionnement par rapport à celui que tu mènes, qui est beaucoup plus global, mais qu'il détaille sur des centaines de pages, en montrant l'infinie variabilité des comportements possibles. C'est-à-dire que depuis les plus généreux et éveillés, ceux qui sont vraiment pétris d'esprit des Lumières sans que ça soit dit, par rapport à ceux qui sont des véritables bourreaux totalement sadiques dans leur façon effectivement de répondre à ce devoir moral universel d'élever en fait les animaux supérieurs. Et voilà, donc c'est un des points seulement. Et alors soit de lire un deuxième extrait maintenant, parce que sinon après je voulais éventuellement qu'on réfléchisse autour du fait comment tu as fait pour faire entrer un questionnement alors qui pour moi porte sur beaucoup de choses, mais porte notamment sur les questions d'avidité et de pouvoir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a le pouvoir et qu'on est en mesure d'être avide,
Et dans les champs aussi bien politiques, donc de la domination, que dans les champs économiques et écologiques, qui sont étroitement liés, et dans le champ éthique. Et donc c'est une question, comme je disais, on pourrait faire quelques encyclopédies sur ce thème. Et tu as réussi à le faire tenir dans 300 et quelques pages de romans qui fonctionnent en tant que fiction. Donc il y a une espèce d'économie de moyens et tu maintiens une certaine légèreté fictionnelle. C'est un roman qui alerte. Et ce qui, compte tenu des questions posées, est quand même surprenant. Et je pense que ça déroutera plus d'une lectrice ou d'un lecteur. C'est que il y a des moments durs dans ce roman, vu les questions posées et vu la façon dont elles sont traitées, mais il y a une espèce de magie d'arriver à cette légèreté. Donc, alors je sais pas si tu peux y répondre comme ça, mais comment tu t'y es pris? Alors effectivement, la question du pouvoir est assez centrale. Elle est présente dès le titre. Le titre, pour moi, il est amusant parce que il fonctionne il a plein de résonances dans ma tête. Il y a eu des articles de presse où on dit que c'est un titre de pamphlet anarchiste du 19e. Et pourquoi pas? C'est une critique du discours de la méthode. Voilà. L'expression se rendre comme maître et possesseur de la nature, elle vient du discours de la méthode de Descartes. Et c'est l'idée chez Descartes de laisser tomber les spéculations de la philosophie médiévale et d'arriver à une philosophie pratique qui améliorerait les vies humaines de manière très concrète, notamment les progrès de la médecine, etc. Donc, ça conduit à une montée en puissance de l'humanité qui nous bénéficie à tous, et dont on hérite tous. Et en même temps, moi, je m'intéresse au moment où le pouvoir dérape, où le pouvoir devient abus de pouvoir, où le pouvoir n'est plus légitime et mène à la catastrophe. Donc, au moment de la défaite. Et ça me paraît assez intéressant puisque aussi on est dans un monde qui célèbre les victoires, vraiment, qui célèbre les succès, où raconter une histoire, c'est raconter l'histoire d'un succès, où l'échec n'est qu'un temps très provisoire. Dans les bons manuels de management, vous lisez, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, des apprentissages, etc. Donc la réalité de l'échec, dans sa beauté écrasante, est quelque chose qui est très connu en littérature, très présent chez Dostoïevski, chez Kafka, où tout le monde est tremblant et comme des chiens battus et mis en échec, et à l'inverse, largement nié dans le monde économique, où il faudrait ne pas avoir de trous dans son CV et faire toujours bonne figure et tirer de chaque échec les enseignements qui permettent le succès suivant. Donc, mon héros, Malo-Claës, c'est quelqu'un qui est monté en puissance puisqu'il est passé du statut de petit inspecteur des élevages qui a eu un peu de mal à trouver du boulot, qui ne fait pas quelque chose qui lui plaît vraiment, à un poste de cadre de la fonction publique, où il a un peu de hauteur de vue, il est dans un travail plus intellectuel, etc. Donc il s'est rapproché du pouvoir, en même temps que comme à chaque fois qu'on se rapproche du pouvoir, on se rend compte que plus on s'en rapproche, plus le pouvoir se dilue. Quand vous parlez à des gens qui ont du pouvoir, ils vous disent qu'ils n'en ont pas, systématiquement. Vous pouvez penser de l'extérieur qu'ils en ont, mais qu'en réalité ils n'en ont pas, parce qu'il y a trop de contraintes, il y a trop d'impondérables, etc. Et lui est dans une phase de sa vie où il se rend compte que non seulement c'est difficile d'acquérir réellement du pouvoir, mais quand bien même il en aurait, ça n'est plus quelque chose qui lui va, puisque ça a mené à ce qu'il commence, à ce qu'il y ait une forme de désastre en cours, de catastrophe en cours, et tant que c'est théorique ou général, il a du mal à se le figurer, mais quand concrètement il y a une personne qu'il aime qui est dans un état de détresse absolue, et que les règles assez cruelles de ce monde veulent que cette iris donc, qui est mutilée ne peut pas être opérée si elle n'est pas en règle, ne peut pas être en règle si on dit réellement, j'en dis sans en dire, ne peut pas être en règle si on apprend réellement d'où elle vient, qui elle est. Donc lui se met à douter vraiment de la légitimité. Alors ensuite, comme tu dis, mais ça c'était pas du tout conscient, je traverse la question du pouvoir dans différents champs. Notre pouvoir sur le vivant, d'autres êtres, le pouvoir de modifier les règles, les usages, en faisant des lois, le pouvoir de tracer, en fait, de catégoriser, de tracer des lignes de partage aussi entre les vivants. L'espèce nouvelle reprend, après l'avoir critiqué à l'espèce humaine, un trait qui est cette manière de découper. Et de nommer, tu insistes beaucoup sur le fait
d'établir son pouvoir en nommant, en fait, donc en catégorisant d'une certaine façon. D'utiliser le langage comme un moyen d'avoir une première prise sur les choses. On nomme une terre vierge, on nomme une espèce nouvelle d'oiseau, on nomme... et quand on nomme, c'est pas toujours bon signe. Ça veut peut-être dire que dans la manière de nommer, on va réserver ensuite à ce qu'on nomme un traitement qui sera éventuellement dégradant, ou violent, etc. Donc la manière de nommer emporte beaucoup de conséquences. Et j'ai fini le premier extrait là-dessus. Ce qu'il craint, c'est alors que pour lui c'est une femme avec qui il vit, elle soit considérée comme de la viande, qui est une autre manière de nommer la même réalité, puisque nous sommes de la viande. Des grands paquets de viande avec des os, une viande probablement délicieuse. Voilà, je pars de ça. Et je vais peut-être lire un extrait qui du coup reprend un peu les codes science-fictionnels dont tu parlais, tout en les détournant un peu. Donc Malo a un regard rétrospectif sur la manière dont les choses se sont enclenchées entre les deux espèces en question. Un jour, entre les hommes et nous qui sommes stellaires, il y a eu rencontre. C'était sans doute inévitable. On ne peut pas rester toujours sur le rivage. Et après cette rencontre, il y a eu des massacres, bien sûr, de grands massacres. Des années où les morts étaient trop nombreux pour qu'on les compte encore ou qu'on en sache les noms. Il ne sert à rien de le nier, à rien non plus de s'y attarder. Ce n'est pas ce que nos historiens ont voulu retenir de nos débuts ici, ou ce que nous avons décidé de transmettre à nos enfants. Aux esprits critiques qui affirment que nous aurions pu avoir la main plus légère, une majorité d'entre nous, agacée, agressive, à vif sur le sujet, a coutume de demander à quoi cela peut leur servir, cette repentance, cette manière de gratter les abcès du passé alors que c'est le présent qui s'impose et qui nous sollicite. Longtemps, je n'ai pas vu quant à moi pour quelle raison alambiquée j'aurais dû me confondre en remords alors que je n'étais même pas né au moment des faits. Est-ce que l'on est censé défendre les actes de ses parents, comme si on avait vécu avec eux et décidé comme eux? Souvent, ce n'est même pas de nos propres parents qu'il s'agit. Je ne crois pas, même si je peux m'illusionner là-dessus, que les miens aient tué ou donné l'ordre de le faire autrement que dans des cas de légitime défense. Mais des gens de leur génération qui se trouvaient alors aux commandes. Est-ce qu'exercer le droit d'inventaire, ne pas accepter que l'héritage fasse bloc, cela s'appelle trahir? Et si tel est le cas, par quel mystère au monde trahir ses ascendants doit-il être jugé pire que de faire faux bond au sentiment du juste, qui charpente notre conscience? Voilà le genre de questions qui font la ronde autour de moi. Beaucoup affirment que l'autocritique est un piège, que les autres espèces sont arrogantes, obstinément muettes quand on leur demande des excuses, et que c'est trop exigé, que c'est faire preuve en réalité d'une arrogance plus grande encore que de croire que nous devrions être l'exception, la seule espèce à avouer ses erreurs. Est-ce que les hommes s'en voulaient, eux, de saloper la planète au nom de leurs appétits prétendument inextinguibles? Certains, sûrement un peu, mais combien, à vrai dire? Combien se sentaient responsables? Combien acceptaient de limiter leurs désirs? Combien n'endormaient plus la nuit? On se rend compte en creusant que personne n'est d'accord avec personne quand on en vient à ces sujets. C'est le motif à tout coup de l'engueulade entre amis, avec argumentaire, dérapage rhétorique, vannes qui appuient là où on sait que ça va faire mal, réconciliation passionnelle dans des nuits blagueuses, au cœur ivre, où ces divergences ne comptent plus. Mais je maintiens, bien sûr. Je maintiens et je me maintiendrai. Je serai inébranlable. Je suis convaincu dorénavant que critiquer sans complaisance les siens, ce n'est pas s'autoflageller, faire éclater sa chair en plaie que rien ne referme, mais faire la preuve de sa force au contraire. Car tout vivant dans ce monde veut vivre. Et le vivant qui se critique, il affirme simplement qu'il se sent en mesure de survivre à la critique. Alors, face aux pudiques qui parlent d'une colonisation qui ne s'est pas faite en un jour, ou sans difficulté, il faut dire la guerre qu'il y a eu, et les victimes, et les corps qu'elles avaient. Car même si ça n'était pas nous directement, pas nos parents non plus, cela s'est fait en notre nom. Et je suis persuadé, et j'ai dit à Yanis quand il était tout jeune déjà, et Yanis a compris, et aujourd'hui adulte se poursuit sur la même ligne, que nous devons en porter la responsabilité. Avoir beaucoup tué, du reste, ne suffit pas à faire de nous des tueurs. Je sais, pour en avoir parlé à des gens compétents, que c'est sans malignité que nous avons accompli le gros du travail. Notre errance nous avait frotté à tellement de monde que nous étions porteurs à notre insu de virus et de toute une faune bactérienne auxquelles nous avions eu le temps de nous accoutumer, mais qui se sont avérés dévastateurs pour certaines des espèces que nous avons trouvées ici. On fait souvent le mal qu'on ne veut pas. Souvent on vise l'ennemi et ce n'est pas l'ennemi qui tombe. Parfois on ne vise même pas et il y en a qui tombent quand même. Ce n'est pas aux hommes d'ailleurs que ce choc a été le plus fatal. Au cours du siècle précédent, les oiseaux peu à peu avaient déserté les villes et les campagnes. Dans les rues saturées des métropoles ne voletaient que les plus ternes, les plus pouilleux,
ceux qui résistaient à tout le catalogue des maladies et des mutilations. Dans les campagnes, pour créer des exploitations où les machines ne se heurtent à rien, on avait rasé les bosquets et les haies qui leur servaient d'abri. Et quand bien même ils auraient pu se poser là, la terre alentour était morte, durcie en mode compact, vidée de son petit peuple de vers, d'araignées et d'insectes par la violence des pesticides qui ne font pas dans le détail, et capable de produire seulement sous l'effet calculé, et pour certains rentable, de tonnes d'engrais chimiques. Ailleurs, entre les lignes des tropiques, que l'esprit dessine mentalement, là où le globe bombe l'abdomen, les oiseaux battaient en retraite devant les progrès année après année de la déforestation, se regroupaient, effrayables, invisibles, très souvent silencieux, dans la canopée des forêts hantées par la pluie et la brume. Mais avec nous, toute cette prudence et ces mouvements de retrait n'ont plus suffi. Peu à peu, sans combat, et sans que nous l'ayons voulu le moins du monde, c'est pour de bon qu'ils se sont tus. Ils sont tombés des branches, les uns après les autres, sans main pour les retenir, sans souffle d'air pour les freiner, comme s'ils nous reconnaissaient parce que nous venions de si loin une toute autre maîtrise du ciel. Comme s'ils avaient compris, après cette crue altier, invincible, capable du tous azimut, de survoler, donc de ne connaître aucun obstacle, qu'en réalité et en somme ils n'avaient rien tenté jamais, qu'ils avaient toujours volé bas, sous la couche des nuages, infiniment plus près de la terre que du soleil. Notre habileté à naviguer d'une étoile à l'autre, même avec une lenteur qu'ils ne s'imaginaient pas, des avaries, des doutes qui rongent, et toutes les peines possibles, que cette habileté tout de même entérinait la vanité, le non-sens de leur existence. Cette disparition, nous l'avons d'abord à peine remarquée dans la bataille. Nous n'avions pas encore fait leur connaissance et commencé à les recenser que déjà, ils n'étaient plus là. C'est plus tard, en parlant aux hommes, que cette absence soudaine stupéfiait et mettait mal à l'aise. Nous avons cherché à comprendre quel virus nous leur avions transmis à notre corps défendant. Je ne dis pas, écoutez, qu'il ne reste pas d'oiseaux. Peut-être y a-t-il quelque part une montagne, aux routes rares et étroitement bordées de germes, interrompue tous les 10 kilomètres de coulées de boue et d'éboulis, où le langage qu'ils emploient est le seul à saluer le retour du soleil. Il est probable, à l'instant où j'écris ces mots, qu'un oiseau sur sa branche tourne sa tête d'une merveilleuse délicatesse à petits coups secs et vifs, et se rende compte à une certaine pesanteur de silence autour de lui, au nid tombé par terre pendant la nuit dont les œufs se sont brisés, qu'il sera sans doute dans la région où il habite le dernier de son espèce. Je n'affirme pas qu'ils sont morts tout à fait, mais qu'ils ne sont plus comme autrefois tout un règne du vivant, que ce monde a perdu par notre faute et sûrement sans retour, ce qui traçait dans tous ces ciels dès qu'on levait les yeux, leur signature rapide. Un jour, entre les hommes et nous qui sommes stellaires, il y a eu rencontre. Lorsqu'ils se sont rendus compte que nous vivions plus longtemps qu'eux, que nous résistions mieux à la fatigue, à la douleur, que notre force physique les faisait passer pour de petites choses aussi fragiles que l'était pour eux le cou des lapins ou le crâne des moineaux, alors que nous ne nous comprenions pas, que nous n'avions aucun moyen de les renseigner sur nos intentions. Ils ont pris peur, ils se sont dit que c'était eux ou nous, qu'il fallait nous détruire, sous peine de se voir éradiqués. On rapporte que ce sont eux qui ont lancé les premières offensives. Personnellement, je ne les accuse de rien. Ils sont si idiots, ces débats qui consistent à se demander qui a commencé, quand on sait que ça aurait pu être l'un, même si ça a été l'autre, qu'il y avait une situation, que tout était tendu, inflammable, qu'il suffisait d'un rien pour que l'hostilité diffuse se cristallise et que s'ouvrent les hostilités. Quand on ne se comprend pas, quand une langue, la nôtre, se confronte à toutes les leurs sans trouver de mots communs, que chaque mot est un objet que l'on vous dépose dans la paume, dont vous ne savez pas l'usage, qui vous encombre d'une responsabilité que vous n'avez pas demandée, qui vous paraît vaguement désagréable. Quand le langage des gestes lui-même renonce, que le haussement d'épaule qui chez nous se fait en manière d'excuse passe ici pour une marque de mépris, que tourner le dos ici c'est se désintéresser alors que nous avons l'habitude de le faire pour écouter avec plus d'attention. Alors oui, il y a de l'intraduisible. Oui, les relations butent sur une série de malentendus, intensément énigmatiques, dont on ne sait pas où ils commencent, où ils s'estompent, dont on n'est même pas sûr que ce sont des malentendus, et qu'aucune patience en tout cas ne permet d'abord de dissiper. Et dans ces conditions, l'escarmouche arrive vite. Une fois qu'un premier corps s'est écroulé, et qu'on a constaté que rien ne le ramènerait à la vie, c'est la colère brute qui soudain, et hors de tout calcul, se cherche un exutoire. La volonté de venger le mort qui se met à vous brûler de l'intérieur. Des affects dont on conclurait si on y pensait quelques secondes qu'ils vont provoquer d'autres morts, bien inutiles, qui ne résoudront rien. Mais justement, on ne pense pas. La tristesse pousse, la colère troue la peau. On rassemble ses armes, on lance des cris de ralliement. On consent à l'absurde mêlée générale. Ils aimaient la victoire. C'était leur petit fétiche, espéré, désiré avec une intensité qui était une folie. Ils se sentaient tous faibles à leurs heures, trop vulnérables pour la condition que le hasard leur avait réservée. Mais la victoire, quand elle venait, les nourrissait de l'impression contraire, les rassurait, leur assurait qu'ils avaient un destin, qu'ils n'étaient pas là par erreur, que des forces plus grandes et illisibles tenaient le compte de leurs exploits comme des parents qui s'extasient devant l'enfant qui marche ou parle, que la mort ne finirait rien,
et que si les perdants n'avaient peut-être pas fait les efforts nécessaires pour mériter une autre vie, les battants, eux, se tiendraient dans le soleil, et un jour seraient sauvés. Aussi, lorsqu'ils ont constaté très vite que le conflit tournait à notre avantage, qu'il n'y aurait pas de victoire cette fois-ci, et plus avant longtemps sans doute, et plus jamais peut-être, ils ont eu soudain dans la bouche le goût de sang, et en tête le vertige douceâtre qui accompagne les écroulements de vision du monde. Bien que le débat et le questionnement qui irrigue l'ensemble du roman est à la fois élevé et conceptuel, hein, même si justement il n'y a jamais de bavardage. Mais tout au long du roman, je trouve qu'il y a aussi de très puissants effets très concrets de réel. Et bon, il y en a beaucoup, et je pense que chacun les découvrira à la lecture. Moi, il y en a deux qui m'ont frappé par leur ampleur. C'est d'une part tout ce qui est de l'ordre de le travail législatif, hein, l'interface entre l'Assemblée nationale, les ministères, les commissions parlementaires, la façon d'élaborer une loi. Il y en a un autre, en fait, qui est, de façon très concrète, la filière agroalimentaire et l'industrie de la viande en particulier. Et je me demandais, donc, sans trahir de secrets totalement confidentiels, mais enfin, comment tu t'y étais pris donc, pour acquérir ce sens du détail qui tue, enfin, sans jeu de mots, dans les deux cas. De manière assez différente. Du côté de la fonction publique, des lois, etc., de manière plutôt biographique, puisque j'ai beaucoup de gens autour de moi qui travaillent là-dedans. Donc il y a une espèce de familiarité progressive qui m'empêche aussi, puisque je sais que tu en parleras après, donc je fais une amorce qui empêche aussi de faire de moi un grand révolutionnaire qui croit au grand soir, puisque je connais un petit peu la mécanique concrète et ses aléas et en même temps sa nécessité. Donc là c'est vraiment ça, mais et puis ensuite c'est l'amusement de voir la combine. Donc il travaille dans un ministère, il a des besoins, il a besoin de transgresser certaines lois, il a aussi besoin d'en faire passer une de loi, donc il est dans une situation un petit peu paradoxale et complexe, ce Malo, Claes. Et donc il doit trouver des alliés pour combiner un peu. Donc ça c'était aussi un amusement ensuite de chercher, sans aller trop dans le détail technique d'ailleurs, puisque le roman est assez court, mais de voir un peu quel pion on peut avancer ou quelle peur on a quand on est dans ce genre de manœuvre. De l'autre côté, du côté du système agroalimentaire, j'en ai pas une connaissance très directe. Bon, c'est un thème qui a émergé quand même ces dernières années en France et ailleurs. Et j'avais pas du tout de sensibilité préalable en plus à ça. Donc au fond, la prise de conscience de mon personnage sur l'état du système est assez parallèle, ou elle suit d'assez près la mienne, puisque on vit en France avec encore une image d'Épinal. En tout cas, jusqu'à quelques années, on vivait vraiment avec une image d'Épinal de la manière dont est produit ce qu'on mange, dont est produit tout court ce qu'on a autour de nous, mais en particulier ce qu'on mange. Et cette image d'Épinal n'est pas du tout un hasard, c'est une construction très soigneuse dans laquelle des lobbies très puissants investissent beaucoup d'argent pour la consolider, etc. Ça vaut en France, mais ça vaut partout. En Amérique du Nord, en Europe, dans toute l'Europe, c'est la même chose. Et à l'inverse, il y a une méconnaissance organisée, une dissimulation très soigneuse du réel en la matière. Et je trouve ça d'autant plus incroyable qu'on est dans une société dont un des fondements depuis 1945, c'est la volonté que la Shoah, le totalitarisme, le phénomène concentrationnaire fasse définitivement partie de notre passé. Or, on est très ce qu'on appelle spéciste là-dessus, c'est-à-dire on fait une exception pour notre propre espèce, puisque on ne se pose quasiment pas la question pour les autres espèces. Donc on a réussi à tracer une ligne de partage si ferme entre notre espèce et les autres, et c'est ça qui m'intéresse dans le roman, c'est de faire bouger ces frontières entre les espèces, en changeant de point de vue. On a tracé une ligne de partage si ferme que on a tout ce qu'il faut, devoir de mémoire, commémoration, etc., jusqu'à une forme de sacré laïque, enfin ça c'est un grand débat, mais
en tout cas un rôle clé dans notre imaginaire politique du phénomène concentrationnaire, et il est là autour de nous tous les jours. Et pas en ex-Yougoslavie, pas dans la Russie de Poutine, mais autour de nous, quoi, à 100, 200, 400 km de Paris, tout le temps, partout en ce moment. Donc ça j'ai trouvé ça très très marquant en fait, de me rendre compte de l'ampleur de la chose. Et ensuite, j'ai essayé d'en rendre compte par le récit. Puisque mon personnage a connu ça, puisqu'il a été inspecteur des élevages et des abattoirs, et donc il connaît ce monde-là. Il connaît ce monde-là appliqué à l'industrie de la viande humaine, essentiellement. Et ça, c'est en même temps ça donne des pages évidemment un peu dures, et en même temps qui sont un régal, parce que pour moi, après, ça n'engage que moi. Mais alors pour revenir un tout petit peu sur la filiation, c'est une espèce de version étendue, contemporaine de ce que fait Swift dans un tout petit texte qui s'appelle Modeste Proposition, où il imagine que, puisqu'il y a un gros problème de pauvreté en Irlande, lui est irlandais, l'Irlande est colonisée par la Grande-Bretagne, au fond, une solution assez rationnelle, ce serait que les enfants des pauvres irlandais, à 2 ans, soient mangés. Comme ça réglerait du même coup le problème de la faim, qui est un problème important en Irlande, qui cause des mouvements sociaux, etc., désagréables. Et puis le problème des charges, parce que ces gens sont des assistés, ils sont à charge du système social. Donc si on veut un peu rationaliser le système social, au fond, manger les nourrissons à l'âge de 2 ans, ça promet une chair tendre, ça n'a que des avantages. Donc je donne une espèce de version, c'est pour ça que je parle de régal, parce qu'on peut aussi faire ça avec de l'ironie et de l'humour noir, on n'est pas forcé d'être dans... Non. J'essaie à la fois de montrer une mécanique très réglée, et puis de la montrer avec la distance de celui qui va utiliser l'ironie ou l'humour noir comme des armes pour parler de la violence. Voilà. Alors, je pensais à ce que tu disais sur le degré de familiarité et de technicité atteint par non pas par les industriels de l'agroalimentaire eux-mêmes en tant qu'industriels, mais par leurs organes collectifs de lobbying en fait. Et quand on se souvient qu'au moment de la crise de la vache folle en France, les reportages d'investigation donc sur l'industrie de l'abattage avaient été multipliés par 10 en fait pendant 1 an, et qu'il a fallu 3 ans pour que ça redescende au niveau en termes simplement de scrutation par les médias. Et qu'en revanche, à la crise suivante, d'une ampleur moindre, mais qui était quand même significative, même si c'était des histoires de cheval dans le bœuf, etc. Là, les mécanismes qui ont été développés 10 ans plus tôt, en fait, ont tellement bien fonctionné que ce pic de reportage n'a duré que 6 semaines, en fait, avant d'être mis sous contrôle et ramené à une norme assez... Alors, je trouve ça génial, le coup du cheval dans les lasagnes, parce que ça montre à quel point on tient à ces lignes de démarcation. Le cheval, non. La vache, oui. Le chien, non. Le cochon, oui. Alors que le cheval est meilleur, en fait. Alors que le cheval est objectivement meilleur. L'anthropophagie, le cannibalisme, comble de l'horreur. Comble de l'horreur. Donc, moi, ce qui m'a amusé, c'est de nous rendre compte qu'on n'a pas de plus grande peur que d'être mangé. C'est vraiment la pire fin qu'on puisse imaginer, vivant ou mort. Et on considère comme un pilier de notre hédonisme au quotidien que de manger d'autres animaux. C'est quand même un truc assez... Enfin, on y est tellement habitué qu'on n'y songe même plus. Mais une fois qu'on se met à y songer, ça peut devenir facilement assez obsédant. Donc, cette question du relativisme, où les gens se traitent avec mépris de mangeurs de grenouilles, de mangeurs de chiens, de mangeurs de cheval, de mangeurs de porc, etc., avec chacun ses interdits alimentaires, est quelque chose que je trouve assez goûteux. Et à partir de là, que j'essaye de réinstaurer, notamment dans les débats qu'il y a dans ce ministère, dans ce comité d'éthique, et puis ensuite à l'Assemblée, pour savoir où tracer les lignes. Voilà. Quelles sont les lignes qu'on a le droit de tracer et quelles sont celles qui sont illégitimes. Alors tu le mentionnais juste avant, mais quelques jours en fait après avoir fini le livre, je me suis dit bon effectivement que
au-delà du questionnement et du changement de nature du questionnement du protagoniste principal, qui est confronté à des obstacles, voit son point de vue sur le monde changer, quoi. Mais il y a un débat qui irrigue ce roman entre réforme et révolution, comme tu le mentionnais. Et j'ai trouvé qu'il y avait une forme dans le roman, à la fin, une forme d'hommage ambigu à la douleur ou à la tristesse du réformiste, en fait. Et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, il y a vraiment une vraie volonté à l'œuvre, justement, d'être réformiste, mais à la fin, il est triste et ça fait mal, quoi. Ouais. Donc voilà, sans être indiscret, est-ce que ça renvoie à des choses concrètes et contemporaines, politiques? Ah bah ça c'est pas indiscret, tout le monde le sait, regarde, tout le monde rit. Donc, il y a un personnage dont je peux parler à cette occasion, qui est donc Iris. Je l'ai un peu dit dans le premier extrait. Elle n'est pas très contente du sort qui est réservé aux hommes dans cette société, et elle s'est rapprochée, à partir du moment où on lui a laissé un peu de liberté, de réseaux, un peu de résistance, qui défendent la cause humaine, qui sont des militants de la cause humaine. Et elle a rencontré dans ce réseau, je ne dévoile pas grand-chose en disant ça, un type qui s'appelle Léo Ostias, et qui cherche, parce qu'il a un sort un petit peu plus favorisé, il est ingénieur dans une usine, puisque les hommes sont aussi utilisés comme une force de travail, avec tous les degrés, des cadres aux prolétaires. Il cherche à fédérer les énergies autour de cette question. Et c'est là que, le thème est l'abordé peut-être le plus frontalement, celui dont tu parles. Puisque, grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont comme choix, ces gens-là? Ils sont donc dominés. Ils voudraient sensibiliser l'opinion publique au fait que cette domination est une injustice. En même temps, ils sont peu nombreux. Et tous les moyens sont mauvais. C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent écrire, ou ce qu'ils peuvent taguer sur les murs, même dans des endroits assez visibles, ça touche personne. Les tags sont effacés en 2 jours, les écrits circulent peu. Quand ils se servent du réseau, là ça s'est inspiré de choses que j'ai lues sur la censure politique en Chine. Ils lancent des messages un peu incendiaires sur le réseau. Ils reçoivent des réponses très polies de gens que ça intéresse. Puis petit à petit, ils se rendent compte que les gens en question que ça intéresse sont des robots ou des censeurs qui leur font des réponses toutes faites, mais que les messages qu'ils croient avoir envoyés ne l'ont pas été. Et que c'est un grand dialogue entre les instances de censure et les internautes qui existent en Chine et que je transpose dans le roman. On croit qu'on a une réponse et qu'on a de l'écho, alors qu'en fait, c'est juste un robot, éventuellement vaguement secondé si vous êtes un blogueur d'importance ou quelqu'un dont les thèses sont virales, d'une petite main qui rééditorialise un petit peu la réponse très courtoise que vous fait le robot. Ça, c'est pas des moyens. Du coup, il se pose la question de la lutte armée. Mais la lutte armée, ça fait passer pour des terroristes, immédiatement. Donc ça discrédite la cause auprès du gros de l'opinion publique, des modérés et des réformistes. Et puis, c'est pas fidèle à leurs valeurs, puisque ce qu'ils défendent, c'est la non-violence. Donc, est-ce qu'on peut défendre la non-violence d'une manière violente? Ils sont pris dans ces questionnements. Qui sont de fait des questionnements très, très contemporains. Hier, je recevais, là où j'enseigne, Éric Hazan, fondateur des éditions de La Fabrique, qui publie un certain nombre de textes révolutionnaires, à la fois sur l'histoire de la Révolution depuis le XVIIIe, qui réédite Robespierre, Blanqui, Lénine, etc. Et puis qui regarde quels enseignements on peut tirer des insurrections passées pour préparer les insurrections à venir, d'une manière très offensive. Et c'est un monsieur qui a beaucoup d'optimisme et de combativité, mais une croyance dans les chances de succès de ces opérations vraiment très très faible, parce qu'il y a de la censure par le silence, parce que ce qui décrit de l'état de la société ne serait pas reconnu comme juste par beaucoup de gens. Il y a quand même une large pan de l'opinion qui trouverait que ce qu'il dit donne un tableau trop noir ou exagéré de la domination, des dominations, des assujettissements qui pèsent sur nous. Et voilà, je trouve... Alors moi, j'ai pas de position particulière sur le sujet, pour le coup. Enfin, je veux dire, je suis en construction, comme plein de gens, en interrogation, en doute sur ces sujets. Et donc, dans le roman, je prête ces doutes à certains personnages. Mais il n'y a pas du tout
comment dire, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur le système de production, où là je trouve qu'on a affaire à une sorte de grand scandale dissimulé, où donc je pense qu'on peut, tout en exposant le problème dans sa complexité, avoir quand même une ligne de force qui va dans un sens. Sur cette question, la question des moyens de l'action, les choses me paraissent beaucoup plus indécises. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. Parce que ce que tu viens de dire en tout dernier, la fin, je pense que tu l'as soigneusement préparé, parce que ça mène directement à ma dernière question, en fait. Ah bon ? Qui est, ce roman, en fait, n'est pas un roman pluraliste au sens où tu l'as magnifiquement étudié, défini en traquant les œuvres de Musil, de Édouard Glissant, de Salman Rushdie, de Carlos Fuentes, et le dernier que j'oublie tout le temps, et de Thomas Pynchon, mais aussi de Milorad Pavic, d'Orhan Pamuk. Donc, le roman n'est pas un roman pluraliste. Mais néanmoins, bien qu'il y ait un seul narrateur, un seul personnage qui porte à bras-le-corps, hein, si j'ose dire, le questionnement, il y a une mosaïque, en fait, finalement, de points de vue contradictoires, parfois radicalement contradictoires, qui saisissent quand même les opportunités d'apparaître et de jouer un vrai rôle dans le développement. Et donc je me posais la question peut-être un peu naïve, est-ce que depuis que tu as travaillé sur les romanciers pluralistes, c'est un effort conscient, discipliné pour t'assurer que même quand il n'y a qu'un seul narrateur, il va y avoir un minimum de place pour les autres points de vue, ou est-ce que c'est devenu vraiment plus fort que toi maintenant et tu ne peux pas supporter ou même penser que ça puisse ne pas être en fait pluraliste, même quand ça ne l'est pas? Donc ce que j'appelle roman pluraliste dans cet essai, qui est un essai sur un essai de théorie du roman, mais aussi un essai sur le rapport à la politique qu'on peut développer en littérature, c'est un roman où il y a effectivement plusieurs points de vue, souvent plusieurs intrigues, des sociétés avec des groupes qui portent des valeurs divergentes, l'affrontement de ces valeurs et la manière dont des romanciers, grâce à ce genre de structure, créer une espèce d'équivalence entre un état de nos sociétés, qui sont pluralistes, où il y a de la divergence et du dissensus qui s'expriment, et les capacités propres du genre romanesque, qui a toujours été caractérisé par une faculté d'attraper comme ça de la diversité, d'articuler des choses très hétérogènes, esthétiquement, thématiquement, etc. Donc une espèce de rencontre, en fait, pas affinitaire, entre un genre et un problème qui est monté en puissance et qui est devenu très très fort dans nos sociétés ouvertes. Alors effectivement, la société de défaite des maîtres et possesseurs ne ressemble pas à ça. Parce que c'est une société où il n'y a pas de vrai dissensus. Comme je le disais tout à l'heure, le dissensus est très marginal. Les gens sont tranquilles. Les dominants et les dominés sont chacun bien à leur place. Les dominés ne sont pas très contents, mais ils n'ont pas voix au chapitre. Les dominants sont très tranquilles dans la manière d'exercer la domination. Et au fond, mon personnage, là c'est pas très original, mais il fait partie de ceux qui commencent à se dire « nous nous trompons collectivement ». Le dire est coûteux, le dire, on en paye le prix, on peut en payer le prix fort, et il prend des risques dans le livre, et de plus en plus. Et en même temps, je ne peux pas ne pas le dire. Bon, donc, au fond, il est l'homme du dissensus dans une société qui repose plus sur une homogénéité de valeurs. Donc ni la structure, ni la forme ne sont pluralistes, effectivement. J'aurais pu faire un truc complètement différent, j'aurais aussi le point de vue d'Iris, largement représenté. J'ai pas voulu faire ça, d'abord parce que les romans pluralistes ont tendance à être des romans longs. Tendance, hein, je dis, c'est pas... Voilà. Qu'au fond, les veilleurs l'est beaucoup plus. Donc c'est comme si j'étais passé un peu quand même à autre chose, que... Le roman qui correspond à la réflexion développée dans l'essai, je les ai élaborés ensemble. L'un est paru en 2009, l'autre en 2013, mais en fait c'est le même mouvement, et que là je passais un peu à autre chose. Mais, tu le dis à très juste titre, cette fréquentation au long cours, à la fois de ces romanciers et des penseurs du côté de la philosophie, et notamment de la philosophie politique que j'essaye de nouer, d'articuler ensemble, il y a une imprégnation, forcément. Donc, moi, je pense être pluraliste à peu près. C'est-à-dire, alors quelles conséquences concrètes ça a dans le livre, croire qu'on est plus convaincant, et ça apparaît sous une forme assez poétique dans le deuxième extrait que j'ai lu, croire qu'on est plus convaincant dans la critique des autres quand on commence par se critiquer soi-même, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'évident, ce qui n'est pas du tout quelque chose
les politiques pratiques en France, par exemple. On est plutôt dans l'inverse exact, c'est-à-dire la caricature des thèses de l'adversaire et la défense outrancière de ses propres thèses, ce qui fait que j'aurais beaucoup de mal à faire de la politique, par exemple. Comme ça, quand on est dans l'arène du discours, au premier plan. Le pluraliste va faire exactement l'inverse. Il va aller chercher l'adversaire idéologique aussi loin qu'il le peut. Ah, vous avez raison, oui, je comprends votre point de vue. C'est très juste, c'est très juste, c'est très légitime. Et puis à un moment donné, ligne rouge, paf, à partir de là, je ne vous suis plus, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc c'est pas du relativisme, c'est à partir de là, je ne peux plus être d'accord avec vous pour telle et telle et telle raison. Mais on a été chercher le consensus aussi loin que possible. Et ce qui est intéressant dans le roman, surtout dans un roman aussi politisé que celui-là, parce qu'il l'est quand même beaucoup, hein, et on connaît les écueils et les dangers de cette chose. La politique, c'est une citation de Stendhal, la politique dans le roman comme un coup de revolver, ou dans un concert, ou je ne sais quoi. Donc c'est quand même assez compliqué à manier, la politisation dans un roman. Et je pense que de ce point de vue, le pluralisme est quand même une piste intéressante, parce que, en particulier dans ce débat qui a lieu à l'Assemblée, la question posée étant, faut-il améliorer les conditions de fin de vie des hommes ? Faut-il euthanasier les hommes de compagnie à 60 ans, parce qu'ils ont fait leur temps ? Faut-il surveiller mieux l'abattage dans les abattoirs ? C'est ça les questions que la loi débat. J'en parlais avec Mathieu par mail, quels usages de la mort, en fait. Enfin, qu'est-ce qui réglemente la mort ? La mort évolue historiquement, socialement. Donc, quels sont nos usages par rapport à la mort ? Donc ça, c'est une question que je trouve très intéressante. Et avoir un vrai débat, c'est-à-dire avoir des opposants qui ne soient pas complètement fallot, dont les thèses aient aussi leur crédibilité et leur puissance. Je ne sais pas si je réussis à faire ça, mais en tout cas, à un moment donné, j'essaye un peu, parce que je trouve que ça rend les choses plus intéressantes et plus crédibles. Sur les questions épineuses, c'est rare quand même. Je veux dire, là, c'est peut-être pas le cas ce soir, mais j'imagine très bien des circonstances où il y aurait un industriel de l'agroalimentaire qui m'expliquerait les vertus écologiques de l'élevage. Il aurait certainement certains arguments très convaincants auxquels j'aurais rien à répondre, parce qu'il connaît mieux le domaine que moi, et que il se lancerait dans un éloge de l'agropastoralisme et de la fonction paysagère de l'élevage, auquel plein de gens seraient sensibles, et moi y compris. Donc voilà, c'est là où c'est vraiment intéressant. Je peux être beaucoup d'accord avec vous, ou en tout cas me laisser tenter à un moment donné par vos opinions, et puis à un moment donné, non, il y a des lignes rouges qui repassent. Moi, je trouve que c'est une chose qui est sensible, justement, donc ça, par rapport à la question que je me posais, donc qui a bien effectivement ce pluralisme qui, y compris de façon inattendue, vient irriguer le texte. C'est que, alors même qu'on est quand même dans un contexte assez ramassé, hein, comme tu l'as dit, parce qu'on est à 300 pages, 300 pages, c'est pas un très gros roman, c'est beaucoup moins que Les Veilleurs. Et dans un concept de conte philosophique, enfin, même s'il est très narratif, et il y a une résistance à la caricature, justement, qui s'exprime. C'est même des gens dont, si on transposait leur position dans notre monde, on se dirait peut-être ah mais c'est quoi ces connards, enfin, et là en fait il y a une résistance à ça, justement. On sent qu'il y a à l'œuvre le fait non mais il y a des positions, elles sont pas complètement par hasard, et c'est pas juste des positions méprisables par principe, c'est des positions qui ont une logique. Certaines s'appuient sur des choses à la fin aussi moches d'une certaine façon au plan éthique que je le fais parce que je peux le faire, donc repose cette question du pouvoir et de l'avidité du pouvoir. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a une vraie résistance à la caricature. Ce qui n'est pas évident, je trouve, sur un format tel que celui que tu avais choisi au départ. Enfin, d'arriver à être subtil, fin et très respectueux en fait des personnages, alors même qu'il y a un narrateur qui est entier. Et c'est une des raisons qui font que c'est un roman absolument fascinant. Là, moi j'ai plus grand chose à ajouter. En tout cas, c'est vraiment. Moi, je veux bien prolonger en fait ta question finalement sur cette question du pluralisme là, parce que tu n'as pas voulu y voir un roman pluraliste, et je vois pourquoi, parce qu'effectivement il y a beaucoup des éléments qui rentrent dans la définition que tu fais du roman pluraliste dans ton essai qui sont un peu peut-être laissés de côté
sur ce plan-là. Mais il y a quand même quelque chose qui fait partie de ta définition du pluralisme, c'est aussi la variation des régimes de discours. On a beaucoup parlé de la science-fiction, mais il y a aussi un appel très clair aux sciences humaines et aux sciences sociales dans ton texte. Et moi, je trouvais qu'il y avait justement une vraie cohérence avec ce que tu définissais par le roman pluralisme dans cette dimension-là. Et c'est un peu la question que je voulais te poser. À partir de quel penseur, même si j'ai quelques idées, mais finalement comme on en a parlé très très brièvement et tu n'as pas tout dit, à partir de quel penseur toi-même tu as pensé la situation que expérimentalement tu as mis en place dans le roman? Parce que je pense qu'il y a vraiment une incorporation, une imprégnation des discours des sciences humaines. Bien sûr. Et en fait, alors pour reprendre d'abord ce que tu dis, Mathieu, peut-être que je suis plus pluraliste que je même moi je crois que je ne veux bien l'avouer, puisque déjà dans le roman, il y a deux types de chapitres. Il y a des chapitres d'action, intrigue locale, Malo, Iris, ils ont un problème, paf, comment on le résout, où il y a même des accents de thriller un peu. Et puis il y a des chapitres de réflexion, méditation, rêvasserie sur la situation plus générale, rétrospective, j'en ai lu un extrait, ou autre. Et là, il y a un peu plus de lenteur, un peu plus de peut-être une écriture qui va plus chercher du côté de la poésie aussi. Et du coup, rien que sur cette alternance de rythme, on n'est pas dans les mêmes types de discours. Alors ensuite, oui, moi ça m'intéresse beaucoup maintenant de lire des sciences humaines pour écrire de la littérature, ça c'est sûr. C'est quelque chose par formation, mais aussi parce que je pense que c'est des domaines qui ont intérêt à communiquer et qu'au fond, ça c'est aussi une idée qu'ont les pluralistes, les penseurs ou écrivains pluralistes, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de hiérarchie des discours. C'est-à-dire que il y a eu une époque, 19e, 20e, où le discours scientifique s'est mis à prendre un ascendant qui faisait que les discours plus narratifs étaient rétrogradés au rang de fables, croyances, superstitions, fatras, etc. Donc, savoirs scientifiques ont dévalorisé les savoirs narratifs. Il y a des périodes où le discours des sciences dures dévalorise le discours des sciences humaines. Et où la littérature n'est que de la littérature, ou pure littérature. Bon, donc, des moments historiques où des forces sociales, des acteurs sociaux qui cherchent à hiérarchiser les discours en montrant la prééminence de certains sur d'autres, il y en a plein. Et en ce moment, nous avons tout un énervement partagé sur le fait que notre Premier ministre considère comme nulle et non avenue l'existence des sciences humaines dans leur ensemble. C'est-à-dire le fait qu'on puisse expliquer les phénomènes sociaux et que les expliquer ne soit pas les excuser. Bon, donc, les hiérarchies, il y a toujours des gens qui essayent de les créer de manière très très forte. Et le pluralisme, c'est exactement l'inverse. C'est de dire que dans chaque type de discours, il y a une force, une légitimité, etc. Et donc, quand je lis les sciences humaines, et pour répondre à ta question, en fait des classiques sur l'écologie et la question animale, mais que je ne connaissais pas du tout, donc que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir. Le livre de Peter Singer qui s'appelle « La libération animale », qui date des années 70, je crois. Le grand livre d'Elisabeth de Fontenay qui s'appelle « Le silence des bêtes », qui est une magnifique traversée de la question animale à travers la philosophie, et qui a un gros avantage pour un livre de philosophie, c'est qu'on peut... D'abord, il est lisible par des gens qui n'en ont pas fait, et ensuite, on peut entrer n'importe où. Elle a fait en sorte qu'on puisse entrer par Montaigne, comme par Aristote, comme par Derrida, et qu'à chaque fois on comprenne ce dont il s'agit. Donc ça, c'est assez fort, et c'est un très beau livre. Donc, et puis elle parle aussi de littérature, elle parle de Kafka par exemple. Kafka est très puissant aussi pour penser pour brouiller la frontière entre l'homme et l'animal. Donc, m'imprégner de ces textes-là. Et parfois je vais juste garder une expression ou une manière un début de raisonnement. Et puis ensuite je le transpose, je le décale, etc. En faisant ça, j'ai pas l'impression que j'asservirais la littérature aux sciences humaines. J'ai l'impression au contraire que je vais aller chercher toutes les nourritures qu'il y a à prendre du côté des sciences humaines,
de même que je vais regarder des films. Enfin, je veux dire, pour moi, un livre, ça crée un écosystème. C'est-à-dire, ça appelle des films, ça appelle de la photo, ça appelle des rencontres, ça appelle des voyages, et ça appelle des sciences humaines. Et d'autres lectures littéraires. Et du vécu, évidemment. Et donc, ça appelle tout ça. Et à partir de là, j'ai une grande confiance, parce que c'était la confiance aussi que je manifestais dans cet essai, romancier pluraliste, dans le fait que la littérature a ses propres moyens et sa propre manière de configurer l'expérience sensible, et je suis un peu confirmé là-dedans par le fait que un éthicien, par exemple, que je connaissais pas, Patrick Liorette, qui travaille sur la question animale, m'écrit qu'il trouve que ça change tout de le voir par la fiction. Alors que lui, je ne lui apprends rien. Enfin, je veux dire, il sait tout ce dont je parle. Tu dis qu'il ne s'agit pas d'asservir la littérature, mais c'est même dans le sens inverse, je dirais que ça se pose, parce qu'on a l'impression avec ce livre que rentre dans la littérature, en tout cas dans la fiction française au moins contemporaine, des débats qui effectivement par la philosophie, par les sciences humaines sont abordés peut-être depuis plus longtemps. Par la philosophie, ça passe aussi bien, tu as cité Derrida, mais aussi Sloterdijk, mais aussi Bruno Latour dont on parlait l'autre jour. Enfin, il y a quand même comme ça toute une constellation de penseurs qui pensent non seulement la chose animale, mais aussi la chose inanimée, et à se demander quelle représentation politique on peut donner à ça. Et là, je pense que cette question de la représentation politico-littéraire rentre dans ton roman, et ça me semble, c'est pour ça que je trouve que c'est un très beau livre et probablement très intéressant aussi dans notre horizon actuel, c'est que tu fais rentrer tout ça, alors, à ma connaissance, mais peut-être qu'il y a des livres que j'ai pas lus sur ce propos, mais à ma connaissance, ça se fait assez peu. C'est possible. En tout cas, moi, curieusement, et alors que je le fais pas du tout pour d'autres livres, mais là, il y avait quand même l'idée d'une expérience particulière, mais l'occupation d'un terrain possible. Donc quand je me dis, tiens, un monde où nous serions les animaux, quand même, la première chose que je fais, c'est que je regarde si ça a été écrit. Et je trouve pas vraiment. Enfin, et à partir du moment où je trouve pas vraiment, je me dis, il faut l'écrire. Il y a quelque chose dans l'époque, il y a quelque chose de l'ordre de l'appel d'air qui fait qu'il faut l'écrire. Et quand je lis chez Bruno Latour, qui réfléchit à ce que c'est qu'un parlement des choses, c'est-à-dire que soit représenté politiquement, pas que nous les hommes, mais les océans, mais les forêts, mais telle et telle espèce animale, etc. Ça y est, Anaïs m'a trouvé le livre. Alors je me permets de conseiller Parade nuptiale de Donald Kingsbury, qui est une société donc humaine, mais sur une autre planète, basée sur le fait qu'il n'y a rien à manger. Et que à un moment, il faut changer les codes sociaux de toute une société. On bouleverse la famille, on bouleverse la façon dont les gens fonctionnent, etc. pour savoir quel bébé on a le droit de manger et quel bébé on n'a pas le droit. D'accord. Voilà. C'est super qu'il existe des choses là-dessus. Mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas forcément. Et donc chez Latour, il y a cette idée que, qu'on va donner une représentation politique à des animaux, à des inanimés, à des gens qui n'ont pas de voix, à des éléments dans la nature qui n'ont pas de voix. Et quand ça rencontre moins un intérêt pour le débat politique, pour ce que c'est que le parlementarisme, etc., et brusquement je me dis oui, là aussi il y a quelque chose à construire. Voilà, je vous propose de continuer la conversation autour d'un verre et puis de ne pas hésiter donc à profiter de la présence de Vincent pour vous plonger non seulement dans des faits des maîtres et possesseurs, mais pour ceux qui l'auraient omis jusque-là également dans Romancier pluraliste et dans Les Veilleurs. C'est l'occasion ou jamais. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous d'être venu.